Par ailleurs, nous avons proposé d'ajouter un paragraphe sur la possibilité pour l'association bénéficiaire, alors ça semble anecdotique, enfin, j'ai des souvenirs de cette réunion où en face, c'est comme si ça ne leur parlait pas. Nous avons proposé d'ajouter un paragraphe sur la possibilité pour l'association bénéficiaire de conserver les excédents de subvention afin de sortir de la logique mortifère de culpabilité de l'excédent. Donc ça va être inscrit dans le guide. Vous voulez intervenir? Ah non, excusez-moi, je croyais. Des propositions d'amendement ont été proposées par la MDA de Saint-Jean-de-Bray, donc je ne vais pas revenir dessus puisqu'on va adapter aussi nos contenus. Ainsi, alors ce qui est à savoir, parce que là dans l'actualité brûlante, c'est que le 15 mai, il s'est quand même passé quelque chose au Sénat, donc la définition légale a été adoptée par l'Assemblée nationale après le Sénat, voilà, c'est ça. Les amendements et les débats ont montré toute l'importance d'une nouvelle circulaire, donc là c'est en projet, et d'un guide pratique, donc le guide à l'usage de la subvention. Najat Vallaud-Belkacem, donc ministre en charge de la vie associative, a rappelé à l'Assemblée nationale toute l'importance du monde associatif. Là, je le cite parce que jusqu'à présent, il nous semblait que nous avions très peu d'indicateurs sur la prise en compte de cette délégation au niveau de son portefeuille. Najat Vallaud-Belkacem a rappelé à l'Assemblée nationale toute l'importance du monde associatif dans le cadre du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire. Car, a observé la ministre, et je la cite, « Si toutes les associations ne se revendiquent pas de l'économie sociale et solidaire, 80% des emplois de l'économie sociale et solidaire dépendent des associations, entre autres. » Les débats ont permis à la ministre et aux députés d'aborder des sujets essentiels comme la définition légale de la subvention publique, le volontariat, la reconnaissance et la valorisation du bénévolat, au moment où l'État a renouvelé son pacte de confiance avec le milieu associatif et que le Premier ministre, rappelez-vous, a décidé de faire de cette année 2014 l'année de l'engagement bénévole. Dans la continuité du travail législatif, la ministre a affiché l'objectif gouvernemental d'ouvrir de nouveaux chantiers, au pluriel, et a notamment insisté sur un choc de simplification en faveur des associations, parallèle à celui initié en faveur des entreprises, pour d'une part alléger les contraintes administratives et bureaucratiques qui pèsent aujourd'hui sur les associations, et pour permettre aux responsables associatifs de se concentrer pleinement sur ce qui fait le cœur de leur mission et de leur engagement. La ministre a donc précisé qu'il faut travailler sur tous les leviers de simplification à chaque étape de la vie d'une association, de sa création à son éventuelle dissolution, en passant par les demandes d'agrément, les procédures de reconnaissance d'utilité publique ou l'obtention de financement. Suite à ça, le gouvernement, alors certains d'entre vous on a eu l'occasion d'en discuter déjà hier soir, le gouvernement a confié une mission en ce sens au rapporteur du projet de loi, Yves Blin, et la prochaine réunion a lieu lundi. Et vous avez, pour ceux qui ont accès à leur messagerie, ont déjà vu que j'avais envoyé un mail ce matin, justement, de collecte et d'identification de ce que vous avez pu déjà remarquer, entendre au niveau des acteurs associatifs que vous recevez dans vos maisons, qui sont bien embarrassés et bien contraints par toutes ces procédures administratives. Voilà, donc on est de nouveau, le réseau est attendu. J'ai retranscrit les propos du chef de service de la vie associative, enfin de la GEPVA, au niveau du ministère, qui attend les retours des maisons, car ces retours sont cruciaux. Voilà où nous en sommes. Ça me semblait, je suis désolée, j'étais un peu longue, j'imagine. J'ai été un peu technique, mais voilà, c'est mon rôle, après l'intervention d'un membre plus sur l'aspect politique. Mais en même temps, alors là, on peut peut-être avoir un temps d'échange avant d'aller sur la suite. C'est très impactant pour ce qui va se passer dans les semaines et les mois à venir, sachant que la loi sur l'ESS ne sera pas, bon, elle sortira, on peut imaginer début 2015, mais elle ne va pas sortir avant. En tout état de cause, d'aujourd'hui jusqu'à la fin d'année, il va se passer beaucoup de choses. Lorsqu'on se réinterroge, et ça va être le cas demain, on s'interroge sur le positionnement du réseau, doit-il ou pas avoir une fonction politique aux côtés du mouvement associatif, je pense qu'on est grandement dedans déjà. Voilà. J'imagine que vous avez des questions. Si on n'a pas, c'est que j'ai été très claire. Trop longue. Qui souhaite intervenir? Norbert, je vois. Patrick?
Attends, Norbert, que tout le monde t'entende. La question que je me pose, c'est que le réseau est une intervention de relations politiques à côté du mouvement associatif pour porter sa revendication. Ça, c'est oui. Après, effectivement, la frontière ou la marge qu'on a, c'est effectivement dans quelle forme de complaisance, je le dis comme je le pense. On est à côté, effectivement, de l'État, ou dans la construction, effectivement, d'une nouvelle donne juridique, administrative et financière concernant les associations. Tu vois, parce que il faut qu'on soit effectivement très vigilant. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure concernant le collectif et des associations citoyennes. Donc notre marge de manœuvre, si elle est politique, elle est aux côtés de la prise de parole ou de la revendication associative, pas forcément, ou alors en faisant très attention dans notre capacité à accompagner des réformes qui seraient des réformes qui iraient contre effectivement cette voie associative. Effectivement, il faut qu'on joue absolument la complémentarité entre les différentes structures de représentation du monde associatif. Vous avez constaté, comme dans les propos qui viennent d'être tenus, que le réseau est sollicité fortement et de plus en plus, mais quand même toujours au titre d'une expertise. Nous sommes perçus comme étant en proximité des petites et moyennes associations sur les territoires. Nous sommes perçus comme ayant une connaissance fine de ce que vivent les associations, et c'est cette connaissance-là qui est sollicitée. Nous avons aussi des pratiques d'accompagnement, d'outillage, de qualification, de formation des acteurs, d'aide au projet. Voilà, toute cette expertise au quotidien que nous développons dans nos maisons est aujourd'hui pris en compte, reconnue. C'est ça que nos partenaires attendent de nous. Alors c'est vrai que parfois, cette parole experte, nous pouvons la pousser un peu plus pour qu'elle soit une parole militante. Et c'est là que nous sommes en complémentarité avec nos partenaires donc, du mouvement associatif, de l'ex-CPCA, qui est la parole officielle du monde associatif, et du collectif des associations citoyennes, qui sont la parole plus revendicative. Alors je pense que c'est la complémentarité de ces niveaux de parole qui permet d'avoir une bonne approche de la réalité associative. Autre chose, moi-même, j'ai été interviewé par une commission parlementaire dans le cadre de la nouvelle rédaction de la charte d'engagement réciproque entre l'État, les collectivités territoriales et les associations. J'ai été marqué, comme dans d'autres rencontres avec le ministère, par une véritable volonté d'écoute. J'ai jamais eu le sentiment d'être en face de responsables qui essaient de nous coincer. Et j'ai pas eu l'impression, jamais en tout cas, d'avoir à livrer bataille pour se faire entendre. Au contraire, j'ai eu le sentiment l'an dernier d'une écoute plutôt bienveillante et attentive. Et je pense qu'effectivement, ce qui sort aujourd'hui, que ce soit le guide, la loi sur l'ESS, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Alors, bien sûr, il a fallu faire entendre la voix, notamment pour la reconnaissance de la subvention. Ça, voilà, a priori, ça avait été un peu squeezé. Donc, notre rôle, ça a été d'appuyer là-dessus. Et donc, de fait, ça a été entendu et pris en compte. Alors, je ne veux pas enjoliver, on n'est pas chez les bisounours, on est donc toujours un peu dans une relation voilà, où chacun doit faire entendre son propre point de vue. N'empêche, j'ai l'impression quand même de quelque chose qui, aujourd'hui, il y a un climat qui est plutôt favorable à cette co-construction. Juste oui. En complément, je vais juste compléter. Non, vas-y. Enfin, vas-y, non, pardon. Vas-y. Non, je vais juste, c'est pas une question, c'est juste mettre le doigt sur quelque chose qui, à mon avis, va arriver aussi dans les mois à venir et dans les années à venir. Ça va être justement la mise en application de cette fameuse charte d'engagement réciproque. Parce que je crois que là, les maisons des associations, quelles qu'elles soient, risquent d'être sollicitées. Hein, elles vont se retrouver, il me semble, au carrefour même entre collectivités, associations, État au niveau du département ou de la région. Mais je veux dire que, bon, à mon avis, la place des maisons d'association va être importante. Et je crois que la déclinaison territoriale de cette charte, autant sur celle de 2001, on ne l'évoquait pas, mais autant sur celle-là, c'est clairement exprimé.
les engagements réciproques des 3 partenaires sont très clairement exprimés. Et la déclinaison territoriale est clairement exprimée. Ce qui veut donc dire que dans les mois, années à venir, il y aura aussi ce chantier-là à prendre en compte. J'ai vu qu'il y avait Yannick, je voulais juste, voilà, j'allais commencer par ça et rajouter aussi, non mais c'est un binôme fabuleux, rajouter aussi que sur tous les projets d'amendement et sur les projets de rédaction et de formulation du guide à l'usage de la SUB, on a quand même bien travaillé en complémentarité, bien évidemment avec l'État qui nous a associés à ce chantier national, mais bien évidemment avec le mouvement associatif. On a rencontré le mouvement associatif aussi dernièrement avec Alain Détol, qui est vice-président du réseau. Enfin, je ne présente plus Alain Détol, mais en tous les cas, c'est le référent à des relations avec le partenaire mouvement associatif, CPCA. Bien sûr, là, ça a été clairement affiché par la CPCA. Cette action, ce déploiement territorial de la charte des engagements réciproques, il est fondamental. Et c'est peut-être l'élément clé qui a fait qu'en 2001, ça n'a pas vraiment trouvé de réalité sur les territoires. Là, aujourd'hui, il y a une volonté de l'État, il y a une volonté du mouvement associatif qui est venu, qui nous a, Alain, si tu veux intervenir, mais qui... Non, tu veux pas? Enfin voilà, on est associés, enfin je veux dire, on travaille, pour revenir à nos échanges de ce matin, on est en pleine complémentarité, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus, le RNMA n'est pas en train de se substituer ou de vouloir se substituer au mouvement associatif. Enfin, c'est absolument pas le cas, ni sur les territoires, ni sur le national. Mais il y a une réelle complémentarité, une volonté conjointe de travailler ensemble. Enfin, il y a une réelle ouverture, me semble-t-il. Je voulais juste aussi faire une autre parenthèse, parce que oui, on n'est pas dans le pays des bisounours. Je suis assez d'accord avec Luc Debacker. Je suis même plutôt d'accord. Voilà, c'est cool. D'autant plus qu'on a commencé à construire quelque chose, une relation partenariale, oui, elle est vraiment partenariale avec l'État depuis 2012, qui nous a suivis, qui pour la première fois a financé le réseau national des maisons des associations. Donc en 2012, le réseau est créé depuis 1994 et structuré depuis 2002. Le ministère nous a soutenus en 2013. Là, on a bien sûr déposé un dossier de demande de subvention au titre de 2014, 15 et 16. On a été sur du pluriannuel. Cette fois-ci, c'est Grégory Autier qui était le binôme élu, enfin l'élu, et j'accompagnais Grégory Autier sur ce rendez-vous. Pour rien vous cacher, aujourd'hui, on n'a aucune garantie de la part de notre ministère de tutelle. Ça, voilà. Je tenais quand même à le préciser tout de suite, même si tu vas revenir sur ce point tout à l'heure. Yannick. Je ne suis pas un technicien. Tu as juste à parler dedans. Vous m'avez troublé. Non, je voulais revenir sur un réseau n'est fort que de la participation de ses membres. Voilà. Et aujourd'hui, on voit combien toutes les logiques fédératives, justement, souffrent de cette déconnexion par rapport à leur base. Et je me dis, soyons quand même vigilants dans notre posture, à ce que même si on est sollicité sur une posture d'expert, on ne se déconnecte pas des pratiques associatives qu'on délègue pas la représentation, dit mon voisin, mais voilà, parce que effectivement le danger, c'est que le réseau parle sur un plan d'expert. On voit bien que plus cette sollicitation sur l'expertise elle va être importante, plus on va basculer sur un champ politique, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire que même notre silence, le silence que pourrait avoir le RNMA sur un texte, sur la loi, sur le SS, etc., pourrait être instrumentalisé à un moment ou à un autre. Là, tout à l'heure, je t'entendais dans ta présentation parler de l'appel à initiative. Évidemment, j'imagine que dans la salle, l'appel à initiative fait faire des bonds à la plupart d'entre nous, parce qu'on y voit bien le danger de la modification, de la transformation déguisée des appels, des logiques de marché public. Donc voilà. Donc ça veut dire que si le RNMA en tant qu'expert ne dit rien sur les logiques, sur l'appel à initiative, l'instrumentalisation, le risque, c'est qu'effectivement, on puisse ensuite dire si les techniciens du RNMA n'ont rien dit, enfin les techniciens que nous sommes, de la vie associative n'ont rien dit, c'est que donc, politiquement, c'est une bonne idée. Or, je pense que ça n'en est pas une. Là, c'est un exemple extrêmement concret que tu cites,
qui nous a amené à travailler sur le projet stratégique. Et cette question qui nous taraude depuis des années, quelle est la prise de parole politique du réseau? Et tu as raison de dire que certains silences sont des vraies paroles politiques. Ne pas s'exprimer, c'est un message. Et donc aujourd'hui, je suis de ceux qui sont persuadés que nous n'avons plus le choix. Que dès lors que nous sommes au contact quotidien des associations sur nos territoires, nous sommes caisse de résonance, nous portons cette parole, nous accompagnons la manière dont elle se structure. Nous avons effectivement apporté notre compétence, notre expertise à chaque fois qu'elle est sollicitée, parce que c'est ce qui fait avancer les choses. Mais en même temps, nous devons être très en prise avec ce que nos associations nous renvoient au quotidien, leurs craintes, leurs difficultés à vivre et à développer leurs projets. C'est ça qui fait notre force. Et tu as raison, et l'un et l'autre, Norbert et Yannick, tout l'enjeu de notre travail de demain, c'est ça. Comment fait-on dans un réseau qui grossit, qui se développe, qui pourrait devenir une superstructure, certains nous l'ont reproché, l'un de nos adhérents nous a quittés à cause de ça, parce qu'il y avait cette crainte, bon, à tort je pense, mais je le regrette. Nous risquons, en grossissant et en devenant de plus en plus experts, de nous séparer de cette base. Voilà. Donc c'est toute la question de notre représentativité qui est en cause, la question de la manière dont s'élabore notre parole, la manière dont nous la portons et la manière dont nous gardons dans la gouvernance la proximité avec chacun des acteurs de notre réseau. Mais alors là, j'allais dire, nous nous renvoyons la balle à nous-mêmes. Vous voyez, le réseau, c'est nous, c'est pas ceux qui sont ici à la table. Hein, c'est chacun des acteurs, chacun de ceux qui ne sont pas là aussi, chacun de ceux qui reçoivent les 342 mails et qui répondent ou qui souvent ne répondent pas. Et je veux dire que lorsqu'on est sollicité par des partenaires publics, ministères ou autres, sur des points précis, et que nous n'avons pas de retour des maisons, et que nous ne pouvons pas prendre appui sur ce que vous avez à dire de concret, eh bien, on est un peu gêné parce que là, effectivement, on risque d'avoir une parole un peu déconnectée. Donc c'est un vrai défi de ne pas devenir une fédération, de ne pas avoir un fonctionnement vertical du sommet d'un national qui serait là quelque part, je sais pas qui, jusqu'à un local. Bon, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Les intuitions de nos fondateurs sont complètement exceptionnelles de former un réseau, c'est-à-dire un ensemble dont le centre est partout et nulle part, où il n'y a pas de chef finalement. À un moment donné, chacun est l'expert de l'autre. Donc ça, il faut le tenir. Sauf que c'est un peu difficile quand on grossit et quand les sollicitations sont fortes. D'autre part, reconnaissons, nous sommes tellement atypiques que pas mal de nos partenaires ne comprennent pas bien notre truc. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, par exemple, que moi, je n'ai pas autorité sur les maisons. Je n'ai déjà pas autorité sur la mienne, c'est vous dire. Voilà. Mais ça, ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à comprendre ce fonctionnement qui est collectif. Mais vous avez touché là des points essentiels. Oui, Alain. Attends, Alain. C'est une sacrée bonne observation, moi je trouve en plus, sur le statut de cette parole experte. Et ça me fait revenir, moi, en fait, sur l'importance qu'il y a à travailler la relation qu'on a avec les représentations du mouvement associatif. Parce qu'en effet, notre parole experte, à qui elle est destinée? Si on travaille trop près de l'État et de manière autonome par rapport à la représentation du mouvement associatif, on devient nous-mêmes, qu'on le veuille ou non, une représentation de la vie associative. Est-ce que nous sommes une représentation de la vie associative? C'est une question, moi je ne pense pas. En tant que maison d'association, en tout cas, clairement, moi je ne le suis pas, localement. Et donc c'est vrai que nous avons à réfléchir sur la manière dont nous nous positionnons là-dessus. Et je trouve que la remarque est vraiment très, très pertinente par rapport à ça, parce que ça attire l'attention sur quelque chose de vraiment fondamental dans notre relation là, avec tous ces partenaires.
C'est la question que j'avais nommée celle de la bonne distance dans le rapport moral. Nous sommes des lieux intermédiaires entre les associations et les pouvoirs publics. Lieu intermédiaire, on met où le curseur? Et comment on fait pour que le curseur ne soit pas trop d'un côté, trop de l'autre? Et cette question qui nous est posée ici au réseau, elle se pose dans chacune de nos maisons. Et quel que soit le statut. Et quel que soit le statut. Comment invente-t-on ce positionnement intermédiaire? On saura peut-être demain soir. Ouais, je vous propose qu'on garde la soirée, la nuit, et puis jusque demain soir, parce que je crois que là, c'est un point qui a été abordé, là, qui est vraiment un sujet de fond, quoi. Cette juste distance, effectivement. Je vous propose qu'on continue le rapport d'activité. On le termine. On va se faire juste après la fin du rapport d'activité quelques minutes de pause avant notre rapport financier. Je vais laisser la parole tout de suite, en fait, Carole. Carole, en fait, rapportait les propos de Madame le Ministre tout à l'heure sur la simplification administrative des associations. C'est un... Tu vas voir comment je vais te passer la parole. C'est un élément qui ressortait sur le bassin de Bourg-en-Bresse dans le cadre de l'Observatoire local de la vie associative que nous avons mené. Les associations demandaient à ce qu'il y ait une simplification des démarches sur la création, sur les demandes de subventions, etc., etc., sur la vie, on va dire, de l'association. Ces observatoires locaux de la vie associative, c'est Sylvain Rigaud qui est ici présent là, à nos côtés, qui va nous dire un petit peu où on en est de cette démarche initiée il y a maintenant quelques années en lien avec le CNRS, Viviane Tchernonog, cabinet Matisse, et je lui laisse la parole. Ensuite, nous aurons un focus là aussi sur l'appel à projet SNCF, Vivre Ensemble, et plus particulièrement sur l'année 2013, un partenariat engagé depuis longtemps, mais sur cette action-là, avec France Bénévolat, et c'est Jocelyne Pacou, le duo Jocelyne Pacou-Sylvain Rigaud qui nous interpréteront la chanson. Sylvain? Bon alors je vais essayer de chanter, hein, mais oh, ça va être difficile. En tout cas, je commence par une bonne nouvelle. Nous sommes enfin de nouveau visibles par les gens à distance via YouTube. Donc voilà une bonne nouvelle. Bon, revenons à nos moutons. Donc sur l'observatoire, les observatoires locaux de la vie associative. Donc je vais vous présenter cette démarche-là. Comme le disait Renaud, ensuite on passera à la fondation SNCF et au travail sur le soutien aux projets interassociatifs. Et donc là, Jocelyne interviendra juste avant moi. Donc les observatoires locaux, c'est une démarche initiée en 2006 qui a été initiée avec le CNRS. Henri pourrait en témoigner, et qui a été développée avec Viviane Tchernonog à l'époque, avec qui on a construit toute la méthodologie. Et donc s'est déroulé jusqu'en 2009 une première phase d'expérimentation qui a permis à un certain nombre de maisons du réseau d'expérimenter la méthodologie, au réseau aussi d'affiner toute cette méthodologie. Et on va dire on arrive désormais sur une deuxième phase. Enfin, depuis 2010-2012, on a eu des observations donc, qui se sont faites avec cette nouvelle méthodologie qui avait été expérimentée. Et là, on voit un certain nombre de maisons en 2013 qui démarre une deuxième phase d'observation. Donc c'est particulièrement intéressant la deuxième phase d'observation, parce qu'elle va permettre de mesurer les évolutions. C'est-à-dire que la première fois qu'on observe, on va avoir une photographie du territoire à un instant T, et la deuxième observation permet de mesurer les évolutions qui se sont déroulées entre les deux périodes d'observation. Donc aujourd'hui, on a 14 observatoires qui sont actuellement existants au niveau du réseau. On a 5 observatoires en création. On a notamment, je salue Le Havre qui est venu aujourd'hui, qui va bientôt lancer sa dynamique d'enquête.
Boulogne-sur-Mer qui a démarré également en début d'année avec l'enquête. Voilà, donc ces 5 observatoires qui sont dans cette phase de création et de démarrage, ils sont vraiment sur l'aspect de structuration de la démarche, sur toute la préparation de l'enquête, le recueil des données existantes, hein, parce que on collecte évidemment énormément d'informations via les enquêtes qui sont menées, mais il existe, via les données INSEE, on y reviendra tout à l'heure, un certain nombre de données préexistantes, notamment celles sur l'emploi, celles sur la création d'associations. Donc ensuite, on a 6 observatoires qui sont au terme d'une première observation. Donc là, on va avoir Lille, le forum des 4 maisons, pardon, parce qu'il y a, je dis Lille parce qu'effectivement c'est sur la métropole lilloise, mais ça regroupe effectivement 4 maisons de la métropole lilloise, Bourg-en-Bresse également, Saint-Quentin-en-Yvelines que je salue également, Amiens, Rennes, voilà. Et donc là, sur ces premières observations, donc c'est des observations qui aujourd'hui sont terminées, toute la partie d'analyse a été faite, et donc on passe dans cette deuxième phase, cette phase de mise en action, cette phase d'animation des acteurs concernés par les résultats de l'enquête, donc au premier chef, les associations qui ont participé à l'enquête, mais également l'ensemble des partenaires, collectivités, partenaires de la vie associative, qui sont associés à cette dynamique d'enquête et qui, au terme de l'analyse, des enjeux qu'on arrive à extraire des réponses qu'on obtient des associations, se positionnent, se mobilisent autour de ces enjeux et essayent de construire des réponses adaptées aux enjeux qui ont pu être mise en exergue. Et donc, c'est aussi le temps de la préparation de la deuxième phase d'observation. Là, pour un certain nombre, ils sont dans ces réflexions-là. Et également de la pérennisation de l'outil observatoire, qui est aussi une question forte. Et donc là, on a aussi des dynamiques de structuration d'acteurs, de création d'associations en propre pour porter ces dynamiques d'observation, voilà, qui peuvent être nécessaires pour structurer et asseoir le fonctionnement de l'observatoire. Et donc on a trois structures qui sont dans cette deuxième phase d'observation actuellement. Donc on a Vénissieux, le centre associatif Boris Vian à Vénissieux. On a la maison qui nous accueille aujourd'hui, S3A, qui a initié sa deuxième période d'enquête il y a quelques mois. Et il y a également l'espace associatif de Quimper, voilà, qui a lancé sa deuxième observation et qui est désormais sur l'analyse. Et donc, comme je le disais en préambule, c'est vraiment cette deuxième phase d'observation qui permet de mesurer les évolutions entre les deux périodes et qui permet de rentrer dans une analyse beaucoup plus dynamique de la vie associative. Et c'est aussi l'occasion pour ces territoires-là, alors en fonction des contextes territoriaux, éventuellement d'élargir le territoire d'observation. C'est le cas à Quimper qui est passé de l'agglo au pays. Donc c'est un territoire beaucoup plus large. C'est l'occasion aussi de mailler avec d'autres acteurs du territoire, parce que par exemple en Bretagne, on va avoir Quimper qui observe et Rennes qui observe également. À terme, il y a évidemment des liens assez évidents à faire entre les deux structures. Voilà, donc le réseau à ce niveau-là est en suivi évidemment de toutes ces dynamiques. Il est en accompagnement, en conseil, en outillage, je vais y revenir tout de suite. Il a aussi un rôle de capitalisation de l'ensemble des pratiques qui sont à l'œuvre dans chacun des observatoires. Et enfin, il a aussi ce rôle d'animation du réseau, de mise en relation des différents territoires les uns avec les autres, parce que évidemment, l'avantage du réseau, c'est de pouvoir partager, surtout sur ces dynamiques d'enquête où il y a énormément d'aspects un peu techniques, voilà. Et plutôt que de se taper la tête contre les murs quand on est face à une difficulté, parfois on passe un petit coup de fil à quelqu'un qui l'a déjà fait et ça avance beaucoup plus vite. Donc, c'est effectivement ce rôle d'échange et de mise en relation. Je vais passer sur toute la deuxième partie d'outillage.
Donc la commande INSEE, donc ça c'est ce qui permet d'obtenir un certain nombre de données, les données emploi particulièrement, qui sont préexistantes, c'est-à-dire que l'INSEE, via un certain nombre de sources, mais notamment les DADS, va avoir énormément d'informations et va le mettre à disposition du public. Donc c'est une manière d'avoir déjà un certain nombre de données avant de démarrer l'enquête. Donc là, nous, on va commander les données sur les structures employeuses. Donc là, on va être sur le nombre de structures employeuses du territoire observé par commune. On va être sur la taille, le nombre, l'effectif de chacune de ces structures. On va être sur la répartition géographique, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste qui est un peu longue. On est aussi sur tout ce qui est emploi, le nombre d'emplois, la qualification de ces emplois, donc tout ce qui est quelles sont les catégories socio-professionnelles, quel est le genre des salariés, quels sont les contrats, etc., etc., qui permet quand même une analyse déjà assez fine de cette dynamique d'emploi. Et donc ensuite, on a la possibilité de faire des croisements entre ces différentes données et d'affiner encore plus l'analyse. Donc le rôle du réseau là est de faire une commande groupée auprès de l'INSEE, donc ce qui permet de bénéficier d'un tarif assez avantageux pour les observatoires. Et il y a une préqualification des données, donc une première analyse. Les données ne sont pas envoyées totalement brutes, même s'il reste évidemment un travail à faire pour les observatoires. Mais on va dire qu'il y a déjà une première analyse qui est faite. Donc sur 2013, c'est 34 commandes, donc 34 structures qui ont souhaité obtenir des données, et donc pour plus de 6000 communes qui ont été fournies par l'INSEE. Le deuxième aspect, donc en termes d'outillage, c'est l'aspect de formation. Donc là, on est sur deux types de formation, la formation à la méthodologie de création d'observatoires. Donc là, on balaye évidemment pourquoi créer un observatoire, qu'est-ce que ça signifie, comment on fait techniquement pour créer un observatoire, et on va balayer toutes les étapes de l'observation. Et également sur le logiciel, donc on s'appuie sur Modalisa, qui est un logiciel de traitement d'enquête, et donc qui permet d'analyser beaucoup plus facilement l'enquête, enfin qui permet d'aller beaucoup plus loin qu'un simple traitement sous Excel ou autre. Donc voilà, on a eu 2 sessions en 2013 de formation qui ont regroupé 9 participants en tout. On a également mis en place une journée d'échange de pratiques, donc comme je vous le disais, c'est ces dynamiques d'échange, de mise en lien au sein du réseau. Donc là, on a travaillé sur la question, on a appelé cette journée l'enquête et après. Donc l'idée était de travailler sur après l'enquête, c'est-à-dire une fois que j'ai mes résultats, une fois que j'ai réussi à sortir un certain nombre d'enjeux, comment est-ce que je vais arriver à mobiliser l'ensemble de mes partenaires, l'ensemble des acteurs concernés sur le territoire, autour de ces résultats d'enquête pour arriver ensuite à des prises de décision, en tout cas des solutions, des réponses aux enjeux qu'on aura pu ressortir. C'est aussi la question de l'appropriation des résultats de l'enquête par ces acteurs et de la manière dont ils peuvent s'en saisir pour eux mettre en place au sein de leur structure des réponses adaptées. Donc c'était une journée, donc ça en 2013, et on a regroupé 16 participants à cette occasion-là, et il y a un compte rendu d'ailleurs qui est disponible si vous souhaitez. On va passer sur les partenariats. On est, comme je le disais, on a un certain nombre de partenaires. Je citais Viviane Tchernonog en début d'intervention. Donc effectivement, c'est un partenaire essentiel pour nous aujourd'hui sur l'observation. Alors, elle produit, pour ceux qui ne le sauraient pas, régulièrement des enquêtes qui s'appellent Paysages associatifs, et donc qui permettent, mais là au niveau national et non pas local, d'avoir quand même un certain nombre de données très précieuses sur la vie associative. Et donc on a la chance de travailler avec elle sur la manière de développer un petit peu cette démarche d'observation au sein du réseau. Et donc elle est là aussi en suivi de cette démarche avec nous, en conseil et en soutien.
Donc là, par exemple, sur cette année, elle nous a appuyé, on a travaillé, j'y reviendrai plus tard, sur le cahier général, donc qui est la synthèse de l'ensemble des observations locales. Elle nous a appuyé sur la forme de ce cahier général, et elle est en suivi par rapport à ce travail-là. Et également sur une enquête sur la participation des jeunes, donc c'était le thème des rencontres de Paris, la jeunesse, comment est-ce qu'on peut amener la jeunesse vers plus de citoyenneté, et comment la vie associative est un vecteur de citoyenneté pour les jeunes. Et donc Viviane Chernonog a fait un travail particulier sur son enquête pour extraire un certain nombre de données relatives à la place des jeunes dans les associations aujourd'hui. Voilà, on a travaillé aussi avec le CNCRES, donc les CRES, un certain nombre de CRES, quasiment toutes, portent aujourd'hui des observatoires de l'ESS, des observatoires régionaux. Et donc, il était intéressant de se rencontrer pour mesurer un petit peu les passerelles qui pouvaient exister entre nos démarches. Donc, effectivement, on est sur des dimensions un petit peu différentes avec la CRES dans la mesure où ils sont sur l'ensemble de l'ESS, mais il y a une réelle complémentarité entre les données. Donc il y a vraiment un travail à faire, et on travaille à renforcer les liens sur les territoires entre les acteurs CRES, les acteurs des observatoires CRES et des observatoires du réseau. On a travaillé également donc avec Recherche et Solidarité, qui sont eux aussi amenés à produire un certain nombre d'enquêtes sur la vie associative, notamment des enquêtes d'opinion. Et donc là, on est sur une dynamique vraiment d'information mutuelle dans nos deux réseaux. Aujourd'hui, on a la participation d'un certain nombre d'administrateurs du RNMA au comité scientifique de recherche et solidarité, et je pense que dans l'avenir, c'est des liens qui seront à développer avec recherche et solidarité, qui aujourd'hui est un acteur assez audible sur cette question de l'observation de la vie associative. On a également travaillé avec le baromètre des associations et des collectivités. Donc là, on a aussi un suivi avec Alain Détol qui suit ce travail-là et qui fait le relais aussi au niveau du réseau. Luc est également intervenu lors du Salon des maires pour présenter le travail du réseau et la complémentarité avec ce baromètre. Et on a travaillé évidemment à la diffusion du baromètre au sein du réseau. Et je ne peux pas oublier Corum également, avec qui on travaille. Alors au-delà du financement, il y a également un aspect sur le baromètre de la qualité de vie au travail qui a été produit, qui est un travail assez intéressant, très intéressant sur cette question-là, et qui est assez complémentaire des enquêtes qu'on peut mener. Alors sur un point de vue un peu décalé, mais qui est justement qui vient bien appuyer le travail qui peut être fait localement. Le développement et la valorisation. Donc, on a produit la deuxième édition du cahier national. Donc, la première édition était sortie en 2009. Donc là, on a valorisé toutes les expériences, enfin toutes les observations qui ont eu lieu depuis 2009. Donc on est évidemment sur la présentation de chacune des observations, mais au-delà de ça, c'est quelque chose qui permet de comparer les territoires les uns aux autres. Donc c'est l'avantage du réseau quand même, et d'avoir des observations qui se font un peu partout en France, c'est de pouvoir comparer des territoires, alors des territoires qui sont soit proches en termes d'habitants, en structuration de la population, etc., soit des territoires très éloignés, pour identifier les spécificités de chacun des territoires. Et c'est quelque chose qui permet aussi de voir ce qui est commun entre les différentes observations, et du coup de faire ressortir les enjeux prioritaires de la vie associative, ou en tout cas ceux qui aujourd'hui questionnent le plus les associations. Donc la sortie, pour le moment, ce cahier national est dans il y a une première phase qui a été aboutie. Là, on est dans une deuxième phase où on partage beaucoup plus avec les observatoires locaux dans la construction des grands enjeux. Et ce cahier national sortira donc
à l'occasion d'un colloque nous allons organiser le 17 septembre prochain. Donc je vous invite à noter la date dès maintenant. C'est un colloque qui est sur l'observation locale des associations qui aura lieu au Sénat, donc le 17 septembre prochain. Et donc ce sera une journée d'intervention, de témoignages, à la fois sur les enjeux de l'observation, pourquoi on observe, quel est l'intérêt d'observer, quel est l'intérêt d'observer localement, mais également sur les enjeux de la vie associative, c'est-à-dire, bon, une fois qu'on a observé, qu'est-ce qu'on peut tirer comme constat de ces observations et dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler une réponse collective à ces enjeux qu'on aura identifiés. Voilà, enfin, un petit dernier mot sur un autre type d'observatoire qu'on souhaite développer, alors qu'on a un peu initié en 2013, c'est un observatoire des maisons des associations. Aujourd'hui, c'est un objectif pour nous que d'apprendre à mieux connaître le réseau, comme vous l'avez entendu là tout au long de cet AG, on est sur un réseau très divers avec des fonctionnements très spécifiques à chacune des maisons et il est difficile d'en appréhender précisément les contours. Donc aujourd'hui, un observatoire des MDA nous permettrait d'aller plus loin, d'appréhender mieux cette diversité, de mieux se connaître aussi pour renforcer l'offre de service du réseau, pour être plus à l'écoute des adhérents et d'être mieux en capacité de répondre aux priorités qui semblent émerger. Et également d'être plus visible, de gagner en lisibilité du réseau vers l'extérieur. Voilà, donc c'est une démarche qu'il faudra relancer en 2014 et qui a été initiée là en 2013. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette démarche d'observation locale. Je propose qu'on donne tout de suite la parole à Jocelyne, Sylvain, parce que je sais que notre expert comptable a des contraintes horaires et je souhaite lui donner la parole juste après. Donc on peut revenir sur les questions après si vous le souhaitez. Mais Jocelyne donc intervient sur les relations, le partenariat France Bénévolat RNMA, et plus particulièrement sur le dossier de soutien au projet interassociatif. N'est-ce pas, Jocelyne? C'est tout à fait ça. Merci, Jocelyne. Alors, depuis 2012, le RNMA s'est associé à la Fondation SNCF sur l'appel à projet Vivre ensemble en partageant nos différences, dont les 4 thèmes sont le handicap, l'interculturel, l'intergénérationnel et la mixité filles-garçons. Alors l'objet de cet appel à projet est de faire émerger des coopérations interassociatives sur l'ensemble du territoire. Au fil de ces années donc de travail commun, ce partenariat Fondation SNCF RNMA nous offre la possibilité de valoriser les initiatives locales, citoyennes et créatrices de liens sociaux. Il ne cesse de s'enrichir d'une meilleure connaissance de nos fonctionnements mutuels, mais aussi d'un lien de confiance entre nos équipes respectives, tant au niveau du comité de pilotage que sur le terrain, en région, entre les maisons et les délégués territoriaux de la SNCF en charge de ce projet. Parce que c'est vrai qu'au début, ça a mis un tout petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est la SNCF, donc ça roule. La complémentarité. Je pouvais bien faire un petit peu de pub pour la SNCF. Encore faut-il que les rames ne soient pas trop larges. Bon, mais c'est une petite erreur, ça. Alors, la complémentarité de nos objectifs, c'est-à-dire la Fondation SNCF en tant que financeur et le RNMA en tant que révélateur de projets portés par ces maisons, donne à cette action toute la dimension effective et riche du faire ensemble. Cette démarche innovante s'inscrit pleinement dans les missions du réseau, dont la dimension interassociative est le pilier central, en favorisant les dynamiques de mutualisation et de développement de projets interassociatifs sur le territoire. Si sur les 2 précédentes versions de cet appel à projet, nous avons pu constater une vingtaine de maisons participantes, la version 2014 devrait compter une vingtaine de maisons participantes, voire beaucoup plus, 30, bon, 30, allez. Je vous le fais à 30, allez. Ce qui représente le meilleur indice de votre intérêt pour cette action, qui vous permet, à vous en tant que maison, de renforcer toujours davantage vos compétences
sur l'accompagnement de projets interassociatifs tout en bénéficiant d'outils adaptés, de développer des actions entre les associations de votre territoire tout en leur permettant de bénéficier d'un soutien, de découvrir des initiatives interassociatives et de les aider à voir le jour. Grâce à des critères mieux définis, un calendrier mieux adapté, des modifications d'attribution et surtout, grâce à votre niveau d'implication dans l'identification des projets, votre accompagnement à vous aussi de plus en plus adapté en termes de diffusion, d'identification des projets éligibles, d'accompagnement des porteurs et de soutien dans la rédaction des dossiers de candidature, nous avons pu découvrir dans le CRU 2013 des projets d'une qualité toujours supérieure. Je vais d'ailleurs laisser à Sylvain le soin d'appuyer ce que je dis par des chiffres, parce que ça demeure le meilleur outil d'évaluation, et puis que moi les chiffres, j'aime pas. Notre participation à cet appel à projet se révèle également par ailleurs un atout majeur de connaissance de la coopération interassociative dans le cadre de l'étude que nous réalisons actuellement conjointement avec France Bénévolat pour la JEBVA. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Alors, en fait, ces deux démarches se nourrissent l'une de l'autre grâce à vos expériences et à votre travail de terrain. Nous avons organisé le 11 février dernier une journée d'échange de pratiques d'une grande richesse autour de ce thème d'accompagnement des projets interassociatifs, qui a fait ressortir le rôle majeur de vos maisons dans le développement et la structuration de ces initiatives, c'est-à-dire celui d'un catalyseur de l'énergie et de la créativité associative des territoires. Alors je ne terminerai pas sans revenir sur notre partenariat avec France Bénévolat. Il ne cesse de se renforcer, tant sur le déploiement de l'appel à projet SNCF par le biais de son programme Solidage 21 qui permet de faire émerger des projets qui sont orientés ensuite vers les MDA des territoires concernés, que sur l'étude JEBVA dont je viens de vous parler à l'instant. Alors ça, c'est le scoop. Le RNMA a également proposé à la Fondation SNCF de réaliser un film de valorisation sur cette démarche commune. Ce film devrait durer 7 minutes. Je pense qu'il ne pourra pas dépasser ça d'après les contacts qu'on a eus avec la Fondation. Alors, il va développer un certain nombre d'informations allant de l'appel à projet jusqu'à leur réalisation. Il comprendra des témoignages des différents participants en action au sein de leur projet, mais aussi, bien sûr, ceux des MDA qui sont en fait les véritables acteurs de cet appel à projet, avec 4 exemples portant chacun sur une des thématiques abordées. Voilà, ça c'était le scoop du jour. Alors évidemment, on va être trop tard pour le Festival de Cannes de cette année. Je le regrette, mais on a des espérances pour 2015. Merci. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que tu t'achètes une robe de cocktail pour l'année prochaine, c'est ça? Sylvain reprend la parole sur toujours l'appel à projet SNCF, le déploiement de cet appel à projet. Assez rapidement, mais effectivement. C'est prévu comme ça. Je vous laisserai la parole après. Alors, effectivement, je vais vous présenter les chiffres, hein, comme l'annonçait Jocelyne. Donc, juste, je voudrais insister sur un point. Alors, effectivement, les MDA sont le relais de l'appel à projet sur leur territoire. Et il y a un critère qui est le critère interassociatif. Je pense que Jocelyne en a bien parlé, mais j'ai envie d'insister sur ce point-là. Ce critère interassociatif, il est vraiment le marqueur des maisons aujourd'hui. C'est les maisons qui sont en capacité de faire le lien sur un territoire entre les différentes associations. Et voilà, on est très attaché au RNMA. En tout cas, on essaye d'insister auprès de la Fondation pour maintenir ce critère interassociatif. Et on le voit bien hein, sur certaines maisons, quand je discute avec elles me disent, bah oui, voilà, moi j'ai permis la rencontre entre telle et telle association. Telle association est venue me voir avec un projet. Par contre, elle n'avait pas d'autre association, alors elle n'était pas éligible pour l'appel à projet. On lui a fait rencontrer le centre social, on lui a fait rencontrer telle ou telle association et le projet a pu se monter. Alors, les chiffres promis. Donc là, vous voyez une belle carte. Les petits points bleus sont les maisons qui sont actives en 2013 et les petits points rouges sont celles qui étaient actives en 2012 et qui ont abandonné en 2013.
Donc voilà, on est au global entre les maisons qui ont arrêté et celles qui ont reprise sur plus 4 MDA par rapport à 2012. Et donc, le rôle des maisons d'association est évidemment d'être en identification des projets, être en diffusion de l'appel à projet sur leur territoire, d'être en accompagnement des projets, alors à la fois sur le fond, mais également sur le dossier de candidature. Et elles sont le rôle d'interface avec moi, avec le niveau national, entre les associations et moi. Donc, leur travail a permis d'identifier 77, enfin beaucoup plus, environ 300 projets, mais on va dire 77 qui ont été éligibles et présentés, ce qui représente environ 4 projets interassociatifs par MDA. Sur ces 77 projets, on en a 44 qui ont été soutenus, 44 qui représentent en réalité 130 associations. Comme on est sur du projet interassociatif, on est en réalité sur 130 associations. Ce qui fait, si vous faites le ratio rapidement, environ 3 associations par projet. Donc on n'est pas simplement sur des projets interassociatifs où on va chercher un petit copain et puis on monte ça ensemble. C'est vraiment des projets qui sont un peu plus larges, donc 3 associations en moyenne. 7500 jeunes touchés, donc ça c'est un des critères, hein, c'est de se tourner vers la jeunesse pour mener son projet, donc 7500, et donc 226 500 € de dotation distribués en tout, ce qui fait environ 5 000 € par projet lauréat. Voilà. Et on est, pour vous donner une idée, sur un taux de sélection d'environ 50%, donc un dossier sur 2 est retenu, ce qui pour un appel à projet est plutôt intéressant et permet de minimiser un petit peu les aspects de concurrence entre associations, comme on peut souvent le reprocher aux appels à projet. Et juste pour terminer, donc on a une reconduction de ce partenariat avec la Fondation SNCF en 2014, et donc là, comme le disait Jocelyne, on est à 30 maisons actuellement qui relaient l'appel à projet. Voilà, donc on maille au fur et à mesure de plus en plus le territoire, ce qui permet d'avoir de plus en plus de projets et de soutenir les associations et les projets interassociatifs sur les territoires. Voilà. Voilà donc le rapport d'activité terminé. Peut-être avant de vous donner la parole, je vais donc laisser, alors voilà, c'était la pause promise, mais pas tout de suite, pour des contraintes horaires. Je vais laisser la parole à Monsieur Bex tout de suite, donc qui est expert comptable et va vous dire ce qu'il pense des comptes que va nous présenter tout à l'heure Grégory Autier. Trésorier du RNMA. Je vous laisse la parole, Monsieur Bex. Je vous remercie. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, je ne veux pas être long. Je suis expert comptable de votre réseau depuis 3 ans. Et donc, à ce titre, j'ai examiné les comptes 2013 qui vous sont présentés. Oui, je disais que j'avais examiné les comptes 2013 comme ceux de 2012 et 2011, en vérifiant le travail fait par Madame Christelle, qui est ici présente, et puis également donc avec Monsieur Grégory Autier, directeur, et que ces comptes m'amènent, si vous voulez, à vous donner toute garantie sur leur sincérité, leur régularité. Je n'ai relevé aucun élément remettant en cause leur fiabilité. Voilà, ces comptes, d'ailleurs, Monsieur Autier va vous les présenter plus largement. Ils sont positifs. Un résultat de 14 000 € a été dégagé sur l'exercice 2013, alors que il y a eu en 2013 une augmentation de la provision pour le projet stratégique, un montant de 10 000 € supplémentaires, portant la provision de 25 à 35 000 €. Et également, ce qui n'était pas fait auparavant, a été constituée une provision pour engagement de fin de carrière, même si les 2 personnes qui travaillaient, je crois que maintenant il y en a 3, sont jeunes, mais pour autant, si vous voulez, a été constituée une provision pour engagement de fin de carrière de 6 900 €. Voilà. Donc malgré 16 900 € de provision, le résultat est de 14 000 €. Les fonds propres atteignent pratiquement 80 000 €. La situation est donc tout à fait satisfaisante,
à l'issue des 20 années de votre réseau national des maisons des associations. Voilà, j'en ai fini pour ma part et mettez à votre disposition si vous souhaitiez quelques précisions. Dans ces conditions, je vous souhaite une bonne fin de réunion. Au revoir, mesdames, au revoir, messieurs. Merci, monsieur Bex, merci. Avant qu'on ne fasse cette pause, y a-t-il éventuellement des interventions sur le rapport d'activité qui vous a été présenté? Des demandes de précision, Jean-Dominique par exemple. Oui. Donc Jean-Dominique Giacometti, je suis le directeur de Pays d'Exploitation et je suis le délégué territorial pour PACA. À propos des relations avec France Bénévolat, je voudrais saluer le travail qui est fait par Jocelyne Pacou au niveau national et il serait souhaitable que les liens soient renforcés au niveau des régions. En particulier, on a des choses à faire avec France Bénévolat parce que de toute façon, on a nous les associations et eux les bénévoles et qu'il faut bien qu'on arrive à trouver un pont entre les deux. Il est tout à fait possible, par exemple, de travailler sur la réplication des grandes activités nationales, en particulier les suites de l'année 2011, année européenne du bénévolat, et de traduire, par exemple, les partenariats stratégiques de ce qui s'appelle l'Alliance au niveau régional, puisqu'on a dans nos conseils d'administration qui sont pour les maisons qui sont associatives, mais aussi dans les acteurs majeurs des maisons qui sont municipales, des associations qui sont agréées par le ministère de l'Éducation ou par les rectorats pour aller dans les lycées et les collèges. On peut très bien imaginer qu'on reproduise l'alliance qui est au niveau national en disant que, par exemple, toutes ces associations qui vont aller travailler, porter leurs propres préoccupations dans les collèges et les lycées, prennent 5 minutes au début de leur intervention pour parler de ce que c'est que le bénévolat et la loi 1901. Voilà, nous arrivons vers vous, élèves, nous sommes une association 1901, chacun étant un bénévole, explique pourquoi il s'engage et comment, quel outil, et explique que les jeunes ont aussi la capacité à faire pareil, à se saisir de la loi 1901, à être bénévole. Point. Et ensuite on embraye sur ses préoccupations. Il y a un autre point évident cette année, puisque nous sommes dans l'année grande cause nationale française, l'engagement associatif. Je sais que c'est essentiellement destiné à ouvrir des espaces sur les radios et télévisions nationales pour des spots publicitaires. Il n'empêche que si nous nous en saisissons, France Bénévolat et nous, pour dire que la grande cause nationale française sur l'engagement bénévole, c'est très important et que ça nous porte en avant, on pourrait supposer qu'au moins derrière ce paravent, nous pourrions faire des choses. Voilà. Donc, encore une fois, je voudrais insister sur le fait que France Bénévolat a des délégués régionaux, le RNMA a des délégués régionaux et qu'il faut que nos deux formations dupliquent au niveau régional les grands axes de travail nationaux. Merci. D'autres interventions? Il est donc 16h53, je vous propose qu'on se prenne 10 minutes de pause et puis on se retrouve pour le rapport financier, donc juste après, dans cette même salle. 10 minutes de pause et puis on se retrouve à 17h05. Voilà. À tout de suite. Et un bonjour à nos amis qui nous suivent sur YouTube. Pardon pour l'oreille décollée.